pousser dans les eaux, enfin ne pas venir en aide. Je voudrais vous parler des opinions publiques en Europe parce que cette peur de l'étranger, ce refus de l'immigration, il monte partout en Europe et il va d'ailleurs souvent de pair avec la résistance quant aux conséquences de la transition climatique. On le voit bien dans les enquêtes, Italie, Suède, Finlande. Les droites en Europe sont au pouvoir grâce à des coalitions avec l'extrême droite. On va voir ce qui va se passer en Espagne. Comment vous regardez ça et est-ce que vous redoutez ça pour nous en France ? En fait, je pense que dans tous les pays que vous avez à l'esprit, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire que d'abord, vous avez une parole comme ça d'exclusion, de xénophobie, qui est l'apanage de l'extrême droite. Ensuite, cette parole-là, non seulement n'est plus combattue avec la vigueur qu'elle mériterait de recevoir, mais en plus est tolérée de plus en plus, d'abord à droite, puis dans la société, dans le débat médiatique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve finalement avec la banalité du mal, en quelque sorte. Et cette banalité du mal, eh bien, elle fait que la plupart des gens qui en sont témoins n'osent plus réagir parce qu'ils se sentent minoritaires, ou alors de toute façon n'ont même plus conscience de la gravité. Et c'est un petit peu moi ce qui m'inquiète dans notre pays. Quand par exemple le maire de Saint-Brévin a vu sa voiture incendiée récemment parce qu'il accueillait, ou plus exactement il déménageait dans sa commune, un centre d'hébergement de demandeurs d'asile. J'étais très frappée de voir les réactions que ça a provoqué. Les réactions, franchement, à part de la part de certains, pour le coup plutôt à gauche, ont été des réactions certes d'émotion face à la violence que subissent les élus, mais venant du gouvernement ou des républicains, quasiment personne n'a dit mais au fait c'est l'extrême droite, ce sont les fachos, c'est des groupuscules identitaires dont nous ne voulons pas, qui ont mené cette bataille-là, qui ont fait cette tentative d'assassinat, car c'en est une, contre le maire de Saint-Brévin, et qui, avant de s'en prendre au maire de Saint-Brévin, s'en prenaient aux migrants. Et en fait, est-ce que c'est normal? Enfin, il y a une apathie de la s'est levé pour défendre les migrants. Qui vous choque et on l'entend, pour vous, la question migratoire, et on le voit dans l'opinion, n'est pas un sujet qu'il faut traiter. Les Français, à longueur de sondage, demandent à ce qu'elle soit réduite, l'immigration dans notre pays. Ça, vous l'entendez? Non, mais les Français demandent ça. Enfin, je pensais que c'est des questions mal posées. Je me suis un peu penchée, si vous voulez, sur l'univers des études d'opinion, donc je suis quand même travaillé quelques années. Je suis relativement bien placée pour savoir que les sondages d'opinion reflètent avant tout ce à quoi ont été exposés les Français comme récit. Le récit unilatéral à propos des migrants, mais regardez, le récit unilatéral à propos des migrants, c'est quand même un récit soit d'immense désolation, on les voit toujours sous l'angle, ils sont en train de se noyer, etc., soit de peur, de faits divers surexploités, alors que franchement la misère, la violence et même les problèmes de santé mentale, malheureusement c'est très commun et il y en a parmi des gens d'origine étrangère comme parmi des Français de pure souche. Vous seriez prête, Najat Vallaud-Belkacem? En fait, juste pour finir ma phrase, je pense que ce dont nous avons besoin, c'est un récit plus équilibré sur les migrants en question, qu'on raconte un peu leur vie. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des parents qui ont y compris des problèmes, enfin voilà quoi, de famille, de travail, etc. Ce ne sont pas des bêtes curieuses. C'est intéressant de parler de récit, parce que raconter un récit, ça fait partie aussi des tâches des hommes et des femmes politiques. Ce n'est pas que ça, il y a l'action, il y a les réformes. Mais réenchanter un peu le monde, ça, vous pourriez revenir pour éviter Marine Le Pen en 2027, vous pourriez vous réengager dans une élection aujourd'hui ou pas? Précisément pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, jamais je ne serai parmi les gens qui tolèrent et qui font silence quand l'extrême droite est à ce point à nos portes. La politique vous manque quand vous voyez ce qui se passe en France? La situation politique. Je pense qu'il faut absolument des gens pour faire de la politique, il faut vraiment des gens de bonne volonté pour aller combattre. J'éprouve beaucoup d'admiration et de respect pour les gens qui y vont parce que c'est vraiment une bataille, la politique. Je pense qu'il n'y a pas que dans le mandat électif qu'on fait de la politique. Je pense que l'engagement, non mais je pense que l'engagement dans la société civile, quand on parle de ce dont on parlait tout à l'heure, des dysfonctionnements du monde, qui d'ailleurs nous arrivent directement aussi en France, hein, il ne faut pas croire qu'on en est protégé. Il est aussi important pour vous aujourd'hui. Bien sûr. Un mot sur la gauche, le temps nous est compté. Quel est votre regard sur la NUPES? Vous trouvez qu'elle va bien? Elle fait bande à part aux européennes, elle se fracture sur cette question-là. Est-ce qu'il faut un candidat unique de toute la gauche issu de cette alliance en 2027? Je pense franchement que même au moment de s'allier pour les législatives 2021, l'idée d'être ensuite
coloration unique, une formation unique aux européennes n'était pas présente dans l'esprit de ceux qui s'alliaient à ce moment-là. Je veux dire, c'est évidemment une alliance de circonstances aux élections législatives. Durable ou en péril? Mais qui avait vocation en tout cas à renforcer la gauche à ce moment-là, parce que sinon on savait qu'on aurait moins de députés pour toutes les sous-formations de gauche. Donc c'était important de le faire, mais après moi je crois au contraire à la nécessité de chaque formation de gauche, les socialistes par exemple. Alors pour est-ce ce qui me concerne, plutôt Cazeneuve ou plutôt Ruffin? En tout cas de s'affirmer, non, enfin je veux dire, je pense que les socialistes ont besoin de s'affirmer comme socialistes. D'avoir un candidat. Voilà, je crois à la nécessité par exemple d'avoir un candidat. Bon, on aurait aimé parler avec vous aussi un peu d'éducation. D'un mot, le bilan de Pape Ndiaye, vous le regardez, les professeurs vont être augmentés à la rentrée de façon assez significative, vous trouvez qu'il fait le job? Écoutez, en tout cas, encore une fois, c'est un ministère très compliqué, donc je déteste venir de l'extérieur porter des jugements. C'est ma question, je l'assume. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est que j'en ai un peu souffert quand j'ai été moi-même en responsabilité, donc moi j'évite de le faire. En revanche, je pense au moins qu'on peut dire qu'on voit les effets des changements qui ont été introduits par son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, que ce soit sur la question du bac, de Parcoursup, du fait que les élèves maintenant perdent des semaines entières de cours à la fin de l'année en terminale, non, on en voit les effets très délétères, très négatifs. Donc moi j'espère que Pape Ndiaye reviendra sur la plupart des réformes conduites par son prédécesseur. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous restez avec moi. C'est l'heure d'accueillir nos affranchis pour leur parti pris, de vous faire réagir. On les accueille tout de suite. C'est à vous, Valérie Brochard, Mariette Darigrand pour son mot du vendredi et maître Bertrand Perrier qui va nous parler de l'affaire Shaila. Installez-vous. Préparez vos partis pris. On commence comme chaque soir par Bourbon Express. L'histoire du jour à l'Assemblée nationale nous est racontée ce soir. Une fois n'est pas coutume et on en est ravis par Valérie Brochard. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Alors l'histoire du jour, elle s'est déroulée hier et surtout à l'extérieur du Palais Bourbon. Alors, vous le savez, on est en fin d'année. C'est donc la période des sorties scolaires avec pique-nique et sac à dos. Et bien là Myriam, je vous emmène en sortie parlementaire. Les députés de la commission de la Défense ont voulu prendre l'air, c'est le cas de le dire, puisqu'ils se sont rendus au salon du Bourget. Ils ont pu traverser les stands Safran, Thales, Airbus, Dassault et terminer la visite par une démonstration de voltige avec des hélicos et des Rafales, bien entendu. Pas de députés à bord du Rafale, j'imagine. Ils n'étaient pas là pour uniquement voir le spectacle, non? Non, évidemment. L'idée pour le président de la commission de la Défense, Thomas Gassillou, c'était de rencontrer les acteurs majeurs de l'aviation militaire. Alors vous le savez, la loi de programmation militaire pour la période 2024-2030 a été examinée par les deux chambres. Un texte qui propose un budget de 413 milliards d'euros pour les armées. C'est 40% de plus par rapport à la précédente loi de programmation. Des chiffres qui ont su mettre tout le monde d'accord. Écoutez. La loi de programmation militaire a été votée très largement par la plupart des groupes politiques dans un contexte politique au sein de l'Assemblée nationale de tension. On a réussi à dire, écoutez, on parle ici de défense nationale, il faut se rassembler pour la défense de notre pays qui est un choix de long terme. Il y a des marches à 3 milliards d'euros dès l'année prochaine. Et d'ailleurs, dans le budget 2023, on avait prévu 3 milliards d'euros. Au final, on va dépenser 4,5 milliards d'euros. Donc ces marches, effectivement, ne sont plus des plafonds, mais des planchers. Des milliards d'euros pour l'armée française et des carnets de commandes qui débordent depuis le début de la guerre en Ukraine. Le Rafale s'exporte mieux que jamais. La guerre, ça rapporte gros, un fait que ne contestent ni les industriels ni les politiques. Alors forcément, aujourd'hui, le retour de la guerre en Europe fait que des pays qui avaient un peu abandonné leur défense se réarment. Et donc effectivement, ces pays se tournent vers la France qui a conservé cette volonté de disposer d'une base industrielle et technologique propre pour les accompagner dans la montée en puissance de leur défense. On a ces prises de commande du Rafale qui sont liées évidemment non seulement à la géopolitique, mais à la position particulière de la France aussi. C'est pour ça qu'on a des clients comme l'Inde, comme les Émirats, comme le Qatar, qui sont des vieux clients. Mais on a aussi des nouveaux clients. Par exemple, le président de la République s'est beaucoup intéressé à l'Indo-Pacifique. On a un nouveau client qui s'appelle l'Indonésie. C'est un hasard? Je crois pas. Voilà, Dassault qui sourit. Donc Macron, VRP du Rafale, ça on sait, mais rassurez-moi, on travaille aussi à la décarbonation dans l'aéronautique. Oui, Myriam, des avions plus propres, c'est la grande thématique de ce salon du Bourget. Alors plutôt du côté de l'aviation civile, pour commencer avec des innovations, des évolutions technologiques que le patron de Dassault Aviation a pu décliner aux députés de la Commission de la Défense. On travaille dans des nouveaux matériaux, des nouvelles configurations, les nouveaux moteurs, le SAF,
qui est le sujet important, c'est derrière les fuels alternatifs, qui fait qu'on va, nous, aviation d'affaires, par exemple, se décarboner beaucoup plus rapidement que l'aviation commerciale, puisqu'on utilise déjà aujourd'hui des carburants alternatifs, c'est pas dans 10 ans. Mais on a un objectif du zéro net carbone 2050. Alors c'est super, mais comme nous l'annonçait un peu plus tôt le chef d'état-major de l'armée de l'air concernant l'aviation militaire, c'est pas gagné, c'est très court mais très franc. Écoutez. J'en ai parlé avec Éric Trappier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais dès qu'on pourra, on testera. Voilà, le Rafale électrique, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ça vous fait sourire. On a raison de miser sur un avion vert ou c'est pas prioritaire? Oui, non, bien sûr qu'on a raison de miser sur un avion vert. Non, je trouvais ça amusant la réaction. Oui, c'est franc. Merci beaucoup Valérie. Bertrand, vous vouliez revenir sur l'affaire de la jeune Shaina, cette adolescente de 15 ans brûlée vive en 2019 à Creil. Oui, c'était un drame absolument effroyable à l'époque. Ça avait ému tout le monde, cette jeune fille de 15 ans, brûlée vive, poignardée. Et le procès s'est tenu à la cour d'assises des mineurs il y a 2 semaines. Et l'assassin a été reconnu coupable. C'est l'ex-petite amie de Shaina qui aurait été enceinte de lui. Et elle aurait voulu garder l'enfant, il n'aurait pas supporté. Et il l'a tué. Il a été condamné pour cela à 18 ans de prison. Et c'est justement la peine prononcée qui fait débat. Oui, le débat s'est noué, alors c'est un tout petit peu compliqué, autour de la notion d'excuse de minorité. En fait, c'est assez simple, dans notre droit, on ne juge pas les mineurs comme les majeurs, et quand vous êtes mineur, eh bien vous encourez une peine moitié moindre de celle que vous encourez lorsque vous êtes majeur. Mais le juge peut décider d'écarter cette excuse et de vous juger néanmoins comme un majeur. C'est ce qu'avait demandé l'avocat général pour requérir 30 ans de réclusion, mais la Cour n'a pas suivi, elle l'a donc jugé comme le mineur qu'il était et a prononcé 18 ans de réclusion criminelle. Et ces 18 ans, c'est une peine qui est aujourd'hui définitive? Oui, c'est ce qu'on a appris cette semaine. Le parquet n'a pas fait appel. L'écart entre les 30 ans requis et les 18 ans prononcés aurait pu militer pour un appel. Ça n'a pas été le cas. La décision est définitive et évidemment, tant la famille que l'avocate de Shaina ont fait part de leur déception et de leur amertume. Cette affaire, elle est emblématique de notre difficulté à donner une réponse judiciaire adaptée aux violences faites aux femmes. Oui, alors la peine, entendons-nous, est légale. Il est quelque part normal qu'un mineur soit jugé comme un mineur. Mais quand une peine fait autant débat, c'est qu'il y a quelque chose qui malgré tout ne va pas. Et on sait qu'il reste encore beaucoup à faire dans cette appréhension, dans cette juste mesure, dans cette juste réponse judiciaire aux violences faites aux femmes, dans le recueil de la parole. Il y a encore dans les procédures trop d'opacité, trop de longueur, et on ne prend pas une exacte mesure de ce drame qui, numériquement, est effroyable. Il faut penser qu'il y a entre chaque année 100 et 120 féminicide, c'est-à-dire une femme tous les 3 jours qui meurt sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon. Il y a 200 000 faits de violence conjugale par an. Et donc la réponse judiciaire n'apparaît pas toujours à la hauteur. Il y a des efforts qui sont faits par le pouvoir en place. Depuis le 1er janvier, on teste le PAC dit Nouveau Départ, qui permet aux femmes victimes de violences de quitter le foyer familial, mais on voit bien tout le paradoxe, c'est la victime qui doit changer de vie, alors que en réalité c'est elle qui n'est responsable de rien. Très récemment, au mois de mai, Éric Dupond-Moretti a également annoncé une réforme de ce qu'on appelle les ordonnances de protection, c'est-à-dire ce qui permet de séparer un couple toxique où le mari est violent à l'égard de l'épouse et d'avoir une ordonnance sous 24 heures, donc en extrême urgence. Donc il y a un certain nombre d'actions, mais cet émoi suscité par le procès Shaina et son issue décevante, contestée, prouve qu'il y a tant à faire et qu'on peut peut-être reprendre les beaux mots de Negar Haeri, l'avocate de la famille de Shaina, que le souvenir de Shaina, vaillante et libre, résiste au temps et à nos insuffisances. Merci beaucoup Bertrand. Quelle est votre réaction? Je suis très émue, pardonnez-moi, mais oui, j'ai vu d'ailleurs cette avocate Negar Haeri qui m'a fait très forte impression. J'ai trouvé je sais que les avocats doivent en voir des vertes et des pas mûres en permanence, mais là ça a dû être une affaire particulièrement difficile pour elle et on sentait de la douleur dans ses mots finaux. Non, en vous écoutant, je repensais à une autre jeune fille qui avait été brûlée vive, qui s'appelait Sohan, vous en souvenez-vous? C'était en 2002 et je me souviens quand j'ai pris mes fonctions de ministre des droits des femmes en 2012, je suis allée, ça a été l'un de mes premiers gestes, on était 10 ans après
cet horrible assassinat, me recueillir là où les choses s'étaient passées. Et j'avais eu affaire donc à son entourage familial, amical, et on n'oublie jamais. Je veux dire, les gens sont tellement profondément marqués par ce qui s'est passé. On était 10 ans plus tard, et je pense que 20 ans plus tard, c'est pareil. Et c'est pour ça que la durée de la peine est à juger à cette aune-là, c'est-à-dire dans 18 ans, en fait, rien de tout ça n'aura été oublié. Et c'est vrai que c'est douloureux de se dire... on arrivera à bout un jour, à votre avis, dans notre pays, sur ces violences faites aux femmes et conjugales? En tout cas, la meilleure façon de procéder, c'est de se donner véritablement les moyens. Parce que vous voyez, par exemple, ce que vous disiez sur le fait que ce soit des femmes qui doivent partir. Moi, dans la loi, j'avais installé le principe de l'éviction du conjoint violent du domicile. Parce qu'en effet, il n'y a pas de raison que ce soit les femmes victimes qui payent 2 fois. Le truc, c'est que derrière, il faut des hébergements pour accueillir, y compris les hommes. Par exemple, si on veut vraiment qu'ils s'en aillent et qu'il n'y a pas d'autre solution, donc il faut des moyens financiers. Il faut former les magistrats, les policiers, les avocats aussi. Pour beaucoup d'avocats ou de magistrats n'utilisaient pas vraiment l'ordonnance de protection. On s'en était rendu compte. Donc il y a de la formation si on veut que ça avance. Et quand les associations, au moment du Grenelle des violences conjugales, il y a de cela 3 ans, je crois, réclamaient 1 milliard d'euros, le fameux milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes, elles ont été un peu tournées en dérision, etc. Alors, vous avez raison. Il y a des choses qui ont été faites, on en a parlé ici, mais raison de demander des moyens. On entend votre solidarité avec le mouvement associatif sur le sujet. On termine avec vous, Mariette. Dissolution. Alors, quoi, j'ai une absence, j'ai raté un épisode, c'est votre mot de la semaine. Oui, ça ne concerne pas l'Assemblée nationale, non? Non, voilà, ça n'est pas de cette dissolution-là que je vais vous parler, Myriam, mais de celle du mouvement Les Soulèvements de la Terre. Parce que ça a fait une sorte de choc des imaginaires avec dissoudre un soulèvement de la terre, de l'air. On avait tous les grands éléments qui se choquaient dans notre tête sans qu'on sache très bien ce que ça voulait dire. Alors, c'est un peu problématique et vous allez voir, je trouve que c'est très intéressant. Oui, parce que le mot d'ordre des militants, c'était « on ne dissout pas un soulèvement ». Ça, c'était vrai ou pas? Alors, c'est vrai et c'est faux. Les deux, je crois, camps ont tort. C'est vrai qu'on peut, si on reprend vraiment le mot dissolution à son origine, il n'a rien à voir avec de l'eau. Hein. C'est de l'air. Donc, effectivement, on ne peut pas mettre de l'eau sur de l'air et puis ça ne ferait rien, si vous voulez. Ils ont raison de dire on ne peut pas dissoudre un soulèvement. Mais en réalité, dissoudre, c'est en latin, solvere, ça veut dire libérer un petit espace parce qu'on dénoue un nœud. Donc, en fait, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que les deux imaginaires, le soulèvement comme la dissolution, sont référés à l'air. Ils sont pareils. Il faut les renvoyer dos à dos, si vous voulez. C'est ça qui m'intéresse dans l'histoire. Alors peut-être que, petite ruse étymologique, le gouvernement, en faisant la dissolution de ce mouvement, va au contraire accélérer leur énergie. Ça, c'est possible. Mais non, ce qui m'intéresse plutôt plus gravement, Myriam, c'est ce que j'appellerais des mots péplums. Ces mots-là, ces gros mots, eh ben, ils nous mettent dans quelque chose qui nous frappe nos esprits, dans un imaginaire, dans quelque chose qui... Les tremblements de terre, les soulèvements, et ça, je crois que ça n'est pas favorable à la rationalité politique. Parce que c'est quoi cette terre qui se soulève? Vous savez qu'on parle beaucoup de Gaïa aujourd'hui. Donc c'est elle, c'est la terre mère mythologique. Mythologie grecque, mythologie amazonienne, mythologie indienne. Voilà, c'est la grande mère, la déesse mère que nous retrouvons dans un certain discours mythologique aujourd'hui. Pourquoi pas? Mais du coup, en face, on a eu le pendant, si vous voulez, c'était l'État, Père Fouettard, avec son grand souffle. C'est le choc des symboles que vous trouvez dangereux. C'est ça que je trouve très dangereux, parce que ça active notre cerveau reptilien infantile. Hein. On est devant... maman terre et papa État, et qui choisir. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on arrête avec cette dichotomie-là, et puis qu'on fasse un pas de traverse. Solution, c'est de la même famille que dissolution, mais c'est très terrien, et ça, je pense que c'est très intéressant pour travailler politiquement, et puis ça dissout notre tentation d'être simpliste. Merci, merci et pardon. Voilà, on entend la petite musique de fin. Merci beaucoup. Les origines d'un mot et ce qu'il renvoie à nos imaginaires, ce qu'ils disent de la société, c'est avec Mariette tous les vendredis. Merci les amis. Merci Najat Vallaud-Belkacem. J'ai pas le temps de remercier tout le monde, mais je remercie toute l'équipe de Savourgarde qui travaille au quotidien avec moi, bien sûr. Et puis la régie aux manettes également. La production aussi. Très belle soirée. C'est le week-end. Profitez bien. À la semaine prochaine.